Bonjour, la nouvelle que je m'apprête à lire a été publiée dans ce recueil 37 du Maroc aux éditions Brock et Jacquard. Alors je remercie Philippe Brock pour son accueil dans ce livre collectif avec les 37 plumes importantes du champ littéraire marocain. Alors cette nouvelle est dédiée à mes étudiants et notamment ceux qui ont suivi mon séminaire Penser le pouvoir à partir de Foucault et Bourdieu. J'ai lu cette nouvelle à la Nuit des philosophes en novembre 2015 et je tenais à repartager ce moment de lecture avec vous. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon moment en compagnie de cette nouvelle qui s'intitule « Plus près de mon âme ». Rabat, 25 novembre 2015, Nuit des philosophes, Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Marc entre dans la salle des revues spécialisées. Une pièce au mur noir avec une jolie vue sur le ciel étoilé. Le cours qu'il s'apprête à donner s'intitule « Penser l'obscurantisme pédagogique aujourd'hui ». Il s'installe sur sa chaise. Pas mal de monde est venu. Tout à l'heure, durant la pause dînatoire, l'une des organisatrices de l'événement lui a dit que 6000 individus étaient présents dans l'immeuble, circulant au milieu des dispositifs de sécurité. Marc passe sa main dans ses cheveux et commence son cours. « Bonjour, dit-il. Au départ, j'avais pensé reprendre les réflexions d'un de mes livres sorti en 2009 et qui s'intitule « Penser l'obscurantisme aujourd'hui ». J'avais pensé reprendre ce que j'avais écrit à l'époque et le relier avec certains enjeux de notre monde contemporain. J'avais pensé vous parler de tous ces monismes pédagogiques, notamment ceux qui refusent la pluralité des modes de vie et de pensée. On les retrouve dans certaines salles de classe où l'enseignant impose de manière nombriliste son point de vue comme devant être universellement reconnu et notamment au niveau des bonnes pratiques culturelles à adopter. J'avais pensé également vous parler de la marchandisation des établissements scolaires qui deviennent de moins en moins un lieu d'apprentissage, de savoir, un lieu d'épanouissement, mais tendent à devenir un lieu de dressage, de contrôle, un lieu où l'on évalue plus que l'on ne forme, un lieu où l'on apprend beaucoup plus en vue d'une note et non pas pour s'enrichir intellectuellement. Donc j'avais pensé reprendre tout ça, et puis avec une petite sauce érudite à la Michel Foucault, à la Pierre Bourdieu, à la Abdallah Hamoudi, j'aurais fait classiquement un cours. Bon, après tout, j'ai été invité à la Nuit des philosophes, ça fait bien d'être là, hein, d'avoir son nom et sa photo qui apparaissent dans le planning. Dans notre métier, il y a une certaine importance à participer à ce genre d'événement. Ça montre à tout le monde que l'on nous reconnaît d'être digne d'être là et de nous exprimer devant un public. Alors d'habitude, je prépare bien ce genre de présentation. Je passe un gros week-end avec mes livres, avec mes notes. Mais là, depuis quelques semaines, j'ai du mal à travailler intellectuellement et je me suis dit que la pire manière de donner un cours sur l'obscurantisme pédagogique serait justement de le faire tel que je viens de vous le décrire. Peut-être que penser l'obscurantisme pédagogique aujourd'hui, c'est commencer par rompre avec cet habitus proprement professoral consistant à croire que l'on a quelque chose à apprendre aux autres, uniquement à partir de sa position symbolique, qui sert surtout à masquer l'arbitraire de ses pratiques, de ses décisions, des contenus énoncés et des thèses avancées. Dans la reproduction, Bourdieu et Passeron écrivent, je cite, « Toute action pédagogique est objectivement une violence symbolique en tant qu'imposition, par un pouvoir arbitraire, d'un arbitraire culturel. » Fin de citation. Et en même temps, vous voyez balancer ce genre de phrase alors qu'il y a peut-être dans la salle des enseignants qui font de leur mieux pour apporter des connaissances
qui essaie de faire cours à des élèves qui se fichent parfois complètement de ce qu'ils racontent et qui souffrent vraiment de cette situation vécue au quotidien, serait vraiment déplacé de ma part. Il y a une vulnérabilité, une fragilité dans l'enseignement qui ne se pense pas de manière unilatérale. Et en plus, il y a des cours où cela se passe très bien entre les enseignants et les apprenants. Alors du coup, plutôt que donner cette leçon, justement, en donnant des leçons, ce cours, comme on l'appelle à la nuit des philosophes, donner ce cours en tant qu'enseignant-chercheur, je voudrais le faire en tant qu'apprenti auteur de textes littéraires. Ma manière d'enseigner ne sera pas celle d'un professeur venu vous apprendre quelque chose, mais plutôt d'une personne qui voudrait partager avec vous une histoire, vous faire ressentir des idées plutôt que de vous les enseigner, vous parler d'univers imaginaires plutôt que dispenser des connaissances, des contenus et des argumentaires. En fait, ce soir, je voudrais faire ce cours en vous immergeant avec moi dans une nouvelle qui aborde la question de l'obscurantisme pédagogique. En plus, quand j'étais adolescent, je rêvais de devenir écrivain et le contexte actuel, avec sa part de tragique, a réactivé quelque chose qui était enfoui en moi. En plus, je suis fasciné par la place Jemaa el-Fna de Marrakech, ses conteurs, et l'idée de faire pareil ce soir à la Bibliothèque nationale du Maroc me plaît bien. Alors j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. L'histoire pourrait se dérouler n'importe où dans le monde, et la nouvelle s'appelle « Plus près de mon âme ». Marc vient d'avoir 50 ans. C'est arrivé comme ça. Il ne s'en est pas vraiment rendu compte. Ça lui est tombé dessus. On vient de souffler les bougies en famille. Il a 50 ans. Pas un jour de moins. Ce soir, il regarde son épouse dans les yeux. Cela fait des années qu'il a l'impression de vivre avec une étrangère, avec une sorte de femme peinte dans un tableau qu'il voit tous les jours dans le salon, mais dont il ne sait à peu près rien. Ses enfants se jettent sur le gâteau. Ils se fichent complètement de l'anniversaire. Ils ont raison. Leur père est absent. Il ne s'intéresse guère à eux. Lorsque Marc rentre à la maison, il s'enferme dans son bureau. Il a toujours quelque chose à faire. Des copies à corriger, des cours à préparer, des livres à lire, des chroniques à écrire, une carrière à gérer. Marc enseigne dans un des établissements de la ville. Alors, est-ce une université publique? Est-ce un établissement d'enseignement supérieur privé? Un lycée? Un collège? J'en sais rien. On s'en fiche. C'est un bâtiment gris avec des fissures partout. Il se mélange bien avec le ciel orageux, avec la violence des couleurs lorsque le soleil se couche. Marc fait partie des anciens, mais sans pour autant avoir une quelconque reconnaissance au sein de son établissement. Il n'y a aucune chaleur humaine, aucun sentiment d'attachement sur son lieu de travail. Tout est géré de manière froide et impersonnelle. Chacun est corvéable à merci, tout en étant remplaçable à n'importe quel moment. Aujourd'hui, le métier d'enseignant s'est précarisé. Cela fera bientôt 10 ans qu'il est dans cet établissement où l'on dresse le corps des élèves à travers des technologies de pouvoir ultra sophistiquées, où l'on régule administrativement les populations gouvernées à partir d'un contrôle gestionnaire de la vie. À 20 ans, quand Marc écoutait les cours de Michel Foucault au Collège de France, il était fasciné par la charge subversive du philosophe. Des livres tels que Surveiller et punir, ou bien La volonté de savoir, ornaient sa bibliothèque. À l'époque, il les lisait pour combattre les microfascismes ambiants. Aujourd'hui, il est un des soldats du grand capital, du biopouvoir, de la société de contrôle. La plupart des établissements scolaires sont devenus des centres aérés pour adultes ou bien des lieux disciplinaires. On tient les élèves soit par le jeu, soit par la terreur, soit par les deux. Là où enseigne Marc, la direction a créé une sorte de cité ontologiquement punitive. Tout fonctionne à la contrainte, au châtiment, au supplice, même le temps. Oui, même le temps est devenu disciplinaire. Tout est réglé, compartimenté, quadrillé. Tel créneau horaire réservé aux cours, tel autre à l'étude, tel autre au sport, aux examens, à la punition, à l'enfermement pour les plus déviants.
Reprendre dans un cachot plein de rats les devoirs que l'on n'a pas fait lors de l'étude ou bien les examens que l'on a ratés est un moyen orthopédique efficace pour corriger les conduites déviantes, pour normer les comportements, les rendre adéquats à l'égard des normes. Marc enseigne la philosophie dans cet établissement. Il arrive le matin, donne ses cours, fait son travail administratif, seul dans son bureau, et s'en va le soir, parfois sans avoir adressé la moindre parole à ses collègues. Les gens se connaissent à peine et la direction fait bien attention à éviter que des solidarités ne se créent au sein de l'école. Les structures biopolitiques ont besoin de hiérarchie disciplinaire, pas de contre-conduite ou de contre-pouvoir résistant. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de résistance dans son établissement, mais Marc n'en fait pas partie. Il s'interroge parfois sur ce qu'il est devenu, en donnant des cours sur Foucault, sur Bourdieu, sur Édouard Saïd, sur Judith Butler. Il apprend surtout à ses élèves à ignorer les murs de leur prison. En enseignant la subversion, il apprend à ses élèves à être encore plus dans l'illusio. Chez Bourdieu, l'illusio, c'est se prendre tellement au jeu des enjeux qu'on en oublie que les enjeux sont aussi des jeux, et qu'il ne faut peut-être pas les prendre autant au sérieux et se soumettre aux contraintes qu'ils imposent. Parfois, le jeu n'en vaut pas la chandelle et c'est bien d'en avoir conscience. Nous ne sommes plus grecs aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans les gradins de l'Assemblée délibérative, même si nous en excluons toujours quelque peu symboliquement les femmes, les étrangers, les esclaves du grand capital. Nous ne sommes plus sur la scène culturelle du théâtre grec où une critique de l'existant restait possible. Nous sommes dans la machine panoptique, investie par ces effets de pouvoir que nous reconduisons nous-mêmes puisque nous en sommes un rouage. Le gâteau est en train de fondre. Les enfants ont mangé tout le chocolat. Ni Marc ni son épouse n'ont ouvert la bouche de la soirée. Tout est éphémère. Demain, sans s'en rendre compte non plus, il aura 60 ans. Marc n'a pas le moral. Il dit à son épouse qu'il sort prendre un verre. Elle acquiesce silencieusement, les yeux collés sur l'écran de la télé qui diffuse une émission de télé-réalité. Des jeunes dans un loft qui sont en train de flirter, fumant clope sur clope. Marc marche lentement dans la rue déserte. Il aime cet endroit paisible. La fraîcheur de la nuit caresse son visage. C'est agréable, même s'il se sent mélancolique. Comment en est-il arrivé là? À 20 ans, il était plein de vie, de rêves. Il se sentait immortel. Il lisait de la poésie, il sortait tous les vendredis soirs avec ses potes, il baisait plein de filles. Aujourd'hui, il n'a pas un seul ami, il ne baise plus depuis des années, et il se sent sacrément mortel. C'est la vie, me direz-vous. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est devenu comme ça, sans qu'il ne s'en rende vraiment compte. Il marche dans la nuit. Quand il a commencé à enseigner, il avait un idéal. Aujourd'hui, il n'a plus qu'un salaire. Les promotions défilent les unes après les autres. Il ne retient même plus les noms et les visages. Mais est-il en face de visages? Les gens ne sont que des numéros sur une carte, des dossiers classés dans des chemises en papier, des fichiers informatiques sur lesquels on appose des notes, des moyennes, des codes, des cachets, des signatures électroniques. Marc arrive dans un endroit où il y a du monde. Une rue où les gens aiment faire la fête, écouter de la musique, être entre amis. Il y a des lumières translucides, multicolores, du bleu, du vert, du jaune, du rouge. Cela clignote dans la nuit avec la techno. Il marche le long des bars. Sensation d'ivresse alors qu'il n'a encore rien bu. Quelque chose tourne dans sa tête. Cela veut dire quoi être vivant? Il voudrait tant retrouver certaines sensations. C'est sans doute pour cela qu'il est entré dans ce bar. On entend une jolie chanson, très lente, très lascive. Taillabonne, du chanteur sénégalais Ismaël Lo. L'harmonica, les doigts qui glissent sur les cordes de la guitare. Marc commande quelque chose au serveur. Il regarde son verre. En face de lui, il y a une jolie blonde, habillée en cuir, qui le dévisage. Leurs yeux se croisent. Il est très troublé.
Qui est cette fille? Qu'est-ce qu'elle veut? Depuis combien de temps n'a-t-il pas étreint un corps, lui, le grand intellectuel? Il regarde les yeux bleus de la fille. Paradoxalement, il y voit quelque chose de très pur. Ce n'est peut-être pas qu'une histoire de corps. Ce moment a une saveur d'éternité. Il regarde ses yeux, immobilisés dans le temps et l'espace. Elle s'apprête à lui dire quelque chose, mais la fragilité de l'instant se brise. D'un seul coup, alors que l'on s'y attend pas, rien ne sera plus jamais pareil. Des bruits de tir, une arme crache des balles dans la foule, des cris, des gens qui courent, des bousculades, des cadavres qui jonchent le sol. Encore des tirs, plus longs. Cela vient d'où? On ne voit pas les visages. On ne voit que la peur, l'angoisse, la terreur. La fille blonde a disparu. À ses pieds, il y a un homme plein de sang, mort. La chanson de Ismaël Lo est toujours là, comme un rempart face à la barbarie, à l'inhumanité, à l'insondable. Il est pris dans le torrent des corps. Les hurlements sont à ses oreilles. Il court avec les gens. Il ne s'est jamais senti aussi seul. Les lumières sont toujours là, mais elles sont devenues grises. Il court, il se perd dans la nuit, dans les rues sans nom, dans le sang qui coule sur le bitume. Il y a des traînées rouges partout. Les semelles de ses chaussures sont trempées. Des hélicoptères volent dans le ciel. C'est la seule lumière claire. Il repasse devant le bar. Une jeune fille aux cheveux roux est inerte sur le sol. Une balle l'a frappée en pleine tête. Marc sent une terreur s'emparer de lui. Tout d'un coup, son portable sonne. C'est Maria, sa femme. Elle est affolée. Il la rassure. Elle lui demande où il est. Il n'en sait rien. Elle veut venir le chercher. Il lui ordonne de ne pas sortir. Il lui dit qu'il l'aime. Elle ne répond pas. Il raccroche. Marc sent quelque chose qui se brise en lui. La carapace se fissure. Une sensation très étrange se répand dans son corps. D'un côté, il a le sentiment que désormais le monde va basculer dans une inhumanité encore plus grande. Mais d'un autre côté, il ne s'est jamais senti aussi humain. Il a peur, il est vulnérable. Il aurait aimé que tout cela ne soit jamais arrivé. Une voix s'égosille dans un haut-parleur. Ne restez pas dehors. Rentrez tous à l'intérieur. Je répète, ne restez pas dehors. Rentrez tous à l'intérieur. Si vous habitez loin, faites-vous héberger. Une rafale de tirs clôt le message des forces de police. C'est le chaos. On entend des gens crier. Marc se remet à courir. Il a peur. Tout d'un coup, il rentre dans un immeuble avec d'autres personnes, tout aussi affolées que lui. Des gens sont dans la cage d'escalier, abasourdis. Marc monte les marches une par une. Son regard croise celui d'une jeune femme brune aux yeux noirs. Ses cheveux bouclés sont très volumineux. Elle doit avoir une vingtaine d'années. « Est-ce que vous pouvez m'héberger » lui demande-t-il. « Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dehors ?»« Je ne sais pas. Il y a eu des coups de feu. Je ne sais pas. Puis-je entrer? Je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien. »« Bien sûr, entrez. » Il pénètre dans l'appartement. La première chose qu'il fait est de vomir dans les toilettes. La fille le regarde, silencieuse. « Je suis désolé, lui dit-il. Ne vous en faites pas. Tenez, asseyez-vous dans le canapé. » Marc s'installe sur les coussins rouges. Elle se met dans le fauteuil. Ce salon a quelque chose de réconfortant. Son corps se détend, se réchauffe, ses yeux se ferment. Il s'endort assis en face de la personne qui l'a accueilli. Quand il ouvre les yeux, il fait encore nuit. La fille a allumé une petite lampe. Elle est toujours là, dans le fauteuil, avec un livre. La lumière éclaire fébrilement son visage. Elle a retiré son jean et sa chemise bleue. Elle porte désormais un peignoir rose pâle. « Vous allez mieux, monsieur Marc ?» lui demande-t-elle. « J'ai vu ce qui s'est passé à la télé. C'est horrible. » Il n'a pas vraiment envie de parler, mais il est quand même surpris qu'elle l'appelle par son prénom. « Nous nous connaissons, lui dit-il. »« Mais bien sûr, je suis Asia M, l'une de vos élèves. Ne me dites pas que vous ne m'avez pas reconnue. »« Je suis absolument désolé. Non. »
Il ne sait pas quoi dire. Elle se replonge dans son livre, avec une lueur trouble dans le regard. « Comment pouvez-vous lire après tout ce qui vient de se passer » lui demande-t-il. « On a un examen avec vous demain matin. Si on échoue, on devra le repasser le week-end. On a tous peur de se planter. Très peur. Si vous avez faim, il y a de quoi manger dans le frigo. » Marc regarde par la fenêtre. Le ciel commence à devenir bleu clair. Il y a un profond silence. Tout est calme dehors. Tout est tranquille. Le monde vient d'être à feu et à sang, et il y a cette fille qui prépare ses examens avec l'angoisse de ne pas réussir. Il regarde le titre du bouquin qu'elle a entre les mains. Aristote, Éthique à Nicomaque. Comment peut-on lire un tel livre juste pour avoir une bonne note? On a tout perverti, même la culture. Aujourd'hui, il faut repenser nos propres peurs, pas l'obscurantisme de l'autre. Assia, vous pouvez arrêter vos révisions, il n'y aura pas d'examen demain. Mais pourquoi? Demande la jeune fille. Il n'a pas la force de lui expliquer. Il faudrait prendre le temps. Il ne saurait pas trouver les mots, pas ce soir. Comment peut-on enseigner dans un monde tel que le nôtre? Il va falloir qu'il réfléchisse beaucoup avant de retourner dans une salle de classe. Sans trop savoir comment, il se retrouve dans la rue. Le soleil se lève péniblement. Des cars de police croisent sans arrêt sa route. Un des flics lui hurle avec colère. « Monsieur, rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire dehors. » Marc ne répond pas. Il marche. Il a très envie de rentrer chez lui. Sa femme ne l'a plus rappelé. Il regarde son portable. Il est déchargé. Mince. Elle doit être folle d'inquiétude. Il s'en veut. Son pas s'accélère. Il a hâte d'être à la maison, retrouver son épouse, ses enfants. Il n'est pas loin. Les rues sont vides. Tous les volets des immeubles sont fermés. Que fera-t-il en rentrant? Il jettera un coup d'œil dans la chambre des enfants. À cette heure-là, ils doivent dormir. Tout est paisible. Ensuite, il rejoindra Maria dans sa chambre. Là, ça sera sans doute beaucoup moins paisible. Alors il glissera sa main sous sa nuisette, s'émouvoir de la chaleur de sa peau, peut-être de la moiteur de son désir. Si elle en a envie, ils feront l'amour. C'est une belle façon de se sentir vivant. Sinon, il se contentera de poser sa joue contre la sienne et de s'endormir dans ses bras en attendant d'affronter le monde de nouveau. Merci, j'espère que vous avez passé un bon moment.